Chez Back to Business, on est finalement une agence accélératrice de croissance. On ne tend pas forcément à aller toujours plus vite et toujours vers le plus, mais d'aller toujours vers le mieux. Et nous, ce qui nous intéresse beaucoup chez Back to Business, c'est justement de pouvoir accorder un temps d'échange avec vous pour comprendre qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quel est votre passé, pour pouvoir justement greffer une stratégie de social selling sur votre histoire, l'histoire qui est la vôtre et qui nous intéresse. Du coup, il y a un deuxième point qui est très important chez Back to Business, c'est la question de l'acquisition. Nous, on pense que l'acquisition, en fait, c'est un processus vivant et qui doit être sans cesse analysé, décortiqué pour essayer justement d'améliorer au mieux cette stratégie d'acquisition. Quelle est votre promesse d'engagement? Je trouve que c'est déjà une première question très intéressante. En tous les cas, la nôtre chez Back to Business, c'est de mettre l'intelligence naturelle au service de votre performance digitale. Du coup, on est convaincu que le digital a complètement révolutionné en fait le métier de la vente, de la promotion, de la communication, et on est convaincu que la vente doit rester un art et ça doit être avant tout le vôtre. Parce que vous allez voir, on va vous montrer un certain nombre de trucs et astuces, les fameux hacks. Mais le but, c'est pas de collectionner des hacks à l'après-vert, c'est justement de développer une approche qui vous est propre et qui va vous permettre d'avoir un discours qui soit cohérent, aligné, qui va vous permettre de séduire au mieux votre bassin d'audience ou vos prospects pour parvenir à vos objectifs personnels. Notre marque de fabrique chez Back to Business, c'est justement de sortir un petit peu des sentiers battus, de développer en fait une approche la plus originale possible. Et justement grâce à un collectif de pilotes d'élite dont vous avez les membres qui sont présents parmi nous aujourd'hui, que je salue et que je remercie pour l'énergie qu'ils déploient autour de cette question de la performance digitale. Ce qui est très intéressant par rapport à notre approche, c'est qu'on a réussi à développer un catalogue de formations qui répond justement à cette question de la performance digitale. Et aujourd'hui, en fait, on va vous parler plus particulièrement de devenir expert en social selling. En tous les cas, nous, l'état d'esprit qui est le nôtre, en fait, c'est celui de growth actor et qui est justement de pouvoir formuler des hypothèses de manière constante et de les expérimenter pour voir si elles fonctionnent. Par exemple, aujourd'hui, l'hypothèse qu'on est en train de formuler, c'est si je faisais des posts optimisés, enfin qui soient le plus aérodynamisé possible grâce au conseil de Christopher, peut-être que ça va avoir de l'influence sur mon activité. En tous les cas, c'est ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. Pour nous, les piliers en fait du social selling, ce sont les suivants. C'est d'avoir un profil optimisé, c'est d'avoir également un système d'acquisition. Alors, pour pouvoir justement venir à la rencontre et rentrer en contact avec ses prospects ou son bassin d'audience et communiquer justement de manière pertinente, de manière percutante. Voilà, je vous ai présenté un petit peu le cadre de travail et la philosophie qui est la nôtre. Christopher, à toi l'honneur, je te laisse les planches. Ouais. Merci, merci. Merci à toi, Ludovic, pour la masterclass d'aujourd'hui. Et puis, bien le bonjour et bienvenue à tous les participantes et participants. Et donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Christopher Piton, donc j'ai 31 ans. Et j'ai travaillé en tant que chargé de projet web pendant près de 5 ans pour un gros groupe industriel. Et depuis 2 ans, je suis coach et formateur sur LinkedIn. Donc, j'accompagne surtout les indépendants et petites entreprises à développer leur activité sur ce réseau social professionnel. Et ce, grâce à une stratégie de contenu bien huilée. Donc, concrètement, je les aide à construire leur image de marque et à monter en compétence en écriture persuasive, comme le disait Ludovic juste en amont. Et en gros, l'idée, c'est vraiment qu'ils développent en fait une compétence profonde et utile sur les autres aspects de leur activité. Et depuis le 3 décembre 2020, je suis aussi l'auteur d'un livre paru aux éditions Erol qui s'appelle À la conquête de LinkedIn, qui va justement aider les indépendants, freelance, à bien utiliser la plateforme pour se bâtir une réputation et générer des prospects sur le long terme. Donc, pourquoi publier sur LinkedIn? Et entrons directement dans le vif du sujet. Tout simplement, dans un premier temps, pour gagner en visibilité en utilisant les codes de LinkedIn. Donc, concrètement, si vous ne publiez pas, on n'a aucune chance de vous connaître via ce biais-là. Hormis si vous entrez en contact directement avec des personnes via des messages privés pour développer votre réseau. L'autre intérêt, c'est finalement de travailler votre image de marque grâce à votre tonalité et donc votre personnalité et vos propres expressions.
L'autre avantage, c'est aussi de gagner en crédibilité en vous positionnant en tant qu'expert. Donc, typiquement, en parlant de votre domaine et en partageant des conseils et en montrant ce que savez faire à travers vos publications. Également, ça permet de créer de la proximité et de fédérer une communauté autour de vos valeurs et de votre univers. Et donc, l'objectif, encore une fois, c'est pas de jeter votre personnalité au placard, mais bien entendu de rester vous-même. Et enfin, pourquoi publier sur LinkedIn? Ça vous permet d'attirer une clientèle qualifiée grâce à une constance sans faille, parce que l'intérêt, c'est d'être vraiment constant pour avoir des résultats sur le long terme. Et donc, à mesure que vous publiez, vous allez bâtir une petite communauté de fidèles lecteurs et parmi eux, des clients qui seront très qualifiés ou des personnes qui vous recommanderont car ils seront convaincus de vos propos. Donc, au final, comment trouver des idées et sujets de poste? Premièrement, à travers votre expérience. Qui ne s'est jamais dit « je n'ai rien à raconter, ma vie n'est pas aussi intéressante que ça ». À mon sens, plein de personnes. Et pourtant, dans votre passé, dans votre histoire, et même si vous débutez dans votre carrière entrepreneuriale, ça mérite d'être dévoilé au grand jour. L'idée, c'est de commencer par creuser finalement dans votre passé en vous posant ces 3 questions. La première, c'est quelles expériences singulières ai-je vécues? Donc l'idée, c'est vraiment pas de chercher compliqué. Pour vous donner des exemples concrets, Alex Viseo, qui est un ancien influenceur voyage, s'est reconverti en tant que coach en personal branding et du coup, il a partagé sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn les raisons de cette réorientation professionnelle. Autre exemple, Marjolaine Revel, qui est une coach éditoriale, avait quant à elle relaté dans une publication LinkedIn émouvante le plus grand regret de son père. Et pour vous donner un autre exemple, j'ai aussi partagé moi les vraies raisons qui m'ont poussé à refondre mon image de marque début 2020. Donc en gros, c'est de vous dire quelles sont les expériences les plus singulières que j'ai vécues pour finalement trouver des idées de sujets qui pourraient intéresser mon audience, et en tout cas vous servir de cette base-là pour mettre en avant votre personnalité et essayer de faire le pont et le lien avec votre activité. Deuxième méthode, c'est finalement à travers vos recherches et vos discussions. Typiquement, moi, j'aime bien utiliser un site en ligne qui s'appelle Answer the Public. Vous remarquerez que mon accent anglais est magnifique. Mais l'objectif, en fait, ça consiste à partir d'un mot-clé de retrouver les questions les plus posées et donc les plus tapées par les utilisateurs de Google. Donc, par exemple, si vous tapez jardinage, vous aurez toutes les questions posées autour de ce sujet. Et du coup, pour chaque question, vous pouvez en faire un post et donc y apporter une réponse dans votre post. Donc, ça vous donne déjà un tas de sujets à exploiter. Finalement aussi, un autre outil que j'aime utiliser, c'est tout simplement Google Alert. L'idée, c'est que vous allez planifier une alerte sur un mot-clé. Ça peut être jardinage, ça peut être rédaction, ça peut être automobile, bref, ce qui vous importe en fonction de votre activité et de votre métier. Et donc, tous les matins, par exemple, vous allez recevoir un récapitulatif, une notification avec un récapitulatif des actualités chaudes autour de ce mot-clé-là. Et vous pourrez ainsi vous en inspirer pour faire un post également. Et finalement, les idées naissent aussi de discussions par téléphone, de conversations par email, de réponses aux sondages, de commentaires de posts ou articles LinkedIn. Et souvent, en fait, ces personnes-là, avec qui vous êtes en relation dans les commentaires ou par message privé, vont vous poser des questions. Et si elles vous les posent, c'est que plein d'autres aussi, dans votre audience, se les posent. Donc, l'idée, c'est aussi d'en faire un post pour répondre à cette question-là. Typiquement, moi, il y avait une personne qui m'avait dit voilà, Christopher, quels sont tes conseils pour finalement oser écrire des contenus sur LinkedIn parce que lui, il avait des blocages en termes de légitimité. Et ça, j'en ai fait un post. Comment réussir à créer un contenu quand on a la sensation de ne pas être légitime? Et voilà, donc ça donne aussi des idées grâce à ces discussions-là. Donc, petite astuce, notez quelque part, dès que vous avez une bribe d'idée, une question ou une réponse, ça vous fera toujours un bon début de post et ça vous évitera le fameux syndrome de la page blanche et de vous dire « mais de quoi je vais bien parler aujourd'hui ?» Et du coup, vous n'aurez pas ce risque de procrastiner. Alors moi, avant de partir tout de suite dans l'idée, il faut impérativement créer du contenu tout de suite. L'idée, c'est que je fonctionne plutôt en 7 étapes. La première étape, c'est finalement de faire l'inventaire de l'existant et de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire que vous écrivez pour votre audience, d'une part, et pas pour l'algorithme de LinkedIn, parce que le risque, c'est finalement
sortir de son objectif initial et finalement d'aller à la course à la popularité au lieu de se dire qu'est-ce que mon audience a vraiment à y gagner en lisant le contenu que je suis en train de publier aujourd'hui. Si vous vous dites finalement, en relisant votre contenu, est-ce que vous seriez prêt à liker ou à commenter votre contenu? Si la réponse est non, c'est qu'il faut réécrire votre contenu. Donc, avant d'en arriver là, c'est aussi de vous dire, avant de même d'écrire votre premier contenu, c'est de vous poser 3 questions majeures qui sont, est-ce que mon client idéal est déjà sur la plateforme? Si la réponse est oui, c'est que forcément, il y a un intérêt à publier du contenu sur la plateforme. Si la réponse est non, c'est que peut-être que créer du contenu va être moins intéressant. Et là, à ce moment-là, c'est peut-être plus intéressant d'utiliser une stratégie de prospection si vous avez besoin de trouver des clients ou de mettre en place une stratégie de réseautage si vous souhaitez aussi vous entourer de nouveaux partenaires et faire fructifier la force et la puissance de la recommandation. La deuxième étape, c'est finalement de définir vos objectifs. Est-ce que votre objectif est spécifique? Donc, il s'agit ici d'éviter toute ambiguïté. Donc, on doit être en mesure de définir le résultat de manière simple, de le quantifier ou de le qualifier pour savoir s'il a bien été atteint sur une période donnée et préciser une date limite pour atteindre l'objectif. Est-ce que finalement, votre objectif que vous allez mettre en place est faisable? Donc là, rien ne vaut une bonne planification d'action réaliste étape par étape pour atteindre l'objectif. Et finalement, est-ce que votre objectif est réaliste en termes de ressources nécessaires? Pourquoi? Parce que nous avons parfois la mauvaise habitude de surévaluer, de sous-évaluer notre objectif sans savoir si notre projet se réalise en termes de ressources, comme j'ai expliqué en amont, c'est-à-dire humaines, financières, en temps et en énergie. La deuxième étape, une fois que vous avez défini vos objectifs, c'est de définir vos thématiques et sujets d'expertise. Donc le tout en vous aidant de votre boîte à idées et des outils que j'évoquais tout à l'heure. Puis finalement de lister toutes vos idées de posts et les placer dans votre calendrier de publication. Et donc on y vient à cette étape de définir justement et d'établir un planning précis. Donc il y a 2 avantages majeurs à le faire. Premièrement, vous n'avez plus à subir cette pression psychologique de se dire mince, est-ce que je dois publier mon contenu du jour et sur quoi vais-je bien pouvoir écrire, ni de devoir publier un contenu qui va être vide de sens parce que vous vous dites il fallait impérativement que je publie un contenu aujourd'hui et du coup je m'y suis pris en retard. Et donc là, il faut vraiment être régulier en tenant compte de vos ressources, en temps, en termes, en énergie et en budget. L'idée, c'est toujours de commencer, par exemple, plutôt par faire une publication par semaine et s'y tenir sur le long terme, que de faire 3-4 publications par semaine pendant 2 mois et mettre un coup d'arrêt et revenir que 6 mois plus tard. Et finalement, entre-temps, les gens vous auront oublié. Je n'ai pas commencé en me disant qu'il fallait impérativement que je conçois du contenu sur la thématique LinkedIn à proprement parler. Au fur et à mesure du temps, mon positionnement a évolué, mon image de marque aussi a évolué et mes offres ont évolué. Donc, en fonction de l'évolution de ces facteurs-là, j'ai adapté aussi ma stratégie éditoriale et ma ligne éditoriale. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment misé sur mon identité visuelle et aussi sur mes forces, c'est-à-dire que moi, mes forces, c'est surtout l'écrit. Donc, même si j'ai testé tous les formats, même le format audio, même le format vidéo, je me suis rendu compte que moi, mes forces, c'était surtout l'écrit et la partie aussi visuelle. Donc, j'ai commencé par faire des publications textuelles de manière très, très simple. Puis après, j'ai testé aussi des visuels, des schémas, des infographies. Et puis, tout doucement, je me suis orienté vers la publication de carousels, et notamment de carousels très, très longs pour me démarquer de la concurrence qui, eux, avaient plutôt tendance à créer des carousels très, très courts. Et moi, je me suis dit, c'est peut-être le moment de créer des carousels qui sont beaucoup plus longs en creusant un sujet et en y apportant aussi ma tonalité, c'est-à-dire une tonalité un petit peu plus humoristique, un petit peu plus décontractée, pour finalement toucher et connecter émotionnellement avec mon audience. Et pas me dire mes concurrents ou d'autres créateurs de contenu font des carousels de ce type-là, il faut impérativement que j'aille dans cette direction. J'ai préféré prendre le contre-pied et ça a marché, mais ça a marché pour mon audience, d'où l'intérêt de tester et d'analyser, d'itérer chacun en fonction de son audience, parce que ce qui marche pour moi ne fonctionnera pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'aimais toujours des pincettes et j'essaye d'être le plus pragmatique possible,
parce que on a trop tendance à regarder ce que font certains influenceurs et certains créateurs de contenu sur LinkedIn et se dire, ah, si ça a marché pour eux, ça va marcher pour moi et c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui est prioritaire finalement entre la prospection et la communication? On a vu que les trois piliers, enfin pour que cette stratégie de social selling soit réussie, il y a trois piliers, l'optimisation de son profil, la stratégie d'acquisition et la communication. Selon toi, entre ces deux piliers, est-ce qu'il y a un des piliers qui est prioritaire? Alors, la prioritaire va vraiment dépendre de là où tu en es aujourd'hui. Comme je disais en amont, si tu viens de lancer ton activité ou tu viens de lancer un nouveau projet, tu as besoin de trouver des clients. Et pour trouver des clients rapidement, il n'y a pas de mystère, il faut passer par la case prospection. Après, il y a plusieurs manières de faire de la prospection. Il y en a qui vont te recommander de la prospection agressive, où finalement tu balances un peu une pierre dans l'eau et il y aura peut-être quelqu'un qui mordra à l'hameçon. L'idée, c'est vraiment première étape, si tu as besoin d'avoir des clients rapidement, c'est de prospecter. Ensuite, en parallèle, rien ne t'empêche de commencer à mettre en place une stratégie de contenu modérée avec, par exemple, en publiant une seule fois par semaine, en faisant une veille d'actualité, en essayant de trouver voilà, un format de contenu qui va être facile à mettre en place, mais qui va te permettre de commencer à être visible et être visible chaque semaine et de garder cette constance-là. Donc comme ça, une fois que tu auras stabilisé ton activité, tu pourras intensifier ta création de contenu parce que tu auras plus cette pression psychologique de dire je dois impérativement trouver des clients. Si par contre tu as déjà une activité qui est stable et que tu as les ressources en interne pour déployer une stratégie de contenu, là tu peux y mettre une intensité plus forte et par exemple produire 2 à 3 contenus par semaine et ce de manière régulière pour te bâtir une audience et devenir entre guillemets, au fur et à mesure, la référence sur ton secteur. Et bien entendu, là, ça demandera une certaine organisation pour créer tes contenus et maintenir cette cadence-là. La question que je voulais te poser, c'est quel conseil donnerais-tu à Elena des Arts de la Table pour développer et créer sa ligne éditoriale? Ouais. Alors, très bonne question. Donc, ça va reprendre déjà plus ou moins les étapes que j'ai évoquées en amont. Mais la première chose à mettre en place avant de développer la stratégie et la ligne éditoriale, c'est d'optimiser son profil. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, c'est le centre névralgique d'une stratégie marketing LinkedIn. Et dans une stratégie éditoriale, eh bien, les gens seront intéressés par ces contenus et vont généralement visiter son profil avant de la contacter. Et si le profil ne véhicule pas une bonne impression, ça peut créer une friction et réduire les chances d'être contacté. Donc maintenant, pour la phase éditoriale, l'idée, ça va être de créer un calendrier éditorial pour réagir aux événements, par exemple, de son secteur d'activité. Donc comme je l'évoquais déjà en amont, c'est de poster régulièrement du contenu et vraiment avoir une constance sur le long terme. Si par exemple, elle poste 2 fois par semaine, son profil sera vu 2 fois plus que si elle postait de façon totalement irrégulière. Donc son objectif, ça va être vraiment d'essayer d'atteindre un rythme de publication allant de 10 à 20 publications par mois. Donc déjà, quand vous savez le nombre de publications que vous avez publiées dans le mois, vous pouvez déjà anticiper la création de contenu pour ces publications-là. Si vous fonctionnez à la semaine, vous pouvez très bien déjà anticiper et préparer vos contenus la semaine précédente. Ou si vous voulez fonctionner en lot et du coup produire ces 10 à 20 contenus du mois, vous pouvez très bien vous prendre et libérer une demi-journée à une journée, plutôt compter une bonne journée pour créer tous ces contenus-là. Et là, voilà, vous aurez tous vos contenus pour le mois. Vous pourrez les programmer dans votre logiciel ou outil de programmation de contenu et être présent au moment où vous allez publier le contenu pour interagir avec la communauté. Bien entendu, sur le mois de publication, ça serait intéressant qu'elle respecte ce que j'appelle un ratio 3-2-1. C'est-à-dire publier 3 contenus natifs, donc partage de conseils, d'astuces, d'expériences professionnelles, voire des anecdotes croustillantes. Donc là, quelques idées de sujets en vrac. Elle pourrait par exemple présenter de nouvelles pièces, que ce soit des assiettes, des verres, bref, tout ce qui est des accessoires autour des arts de la table. En fait, une structure de poste, on peut l'apparenter à ce qu'on appelle une structure de storytelling, c'est-à-dire
de l'art de raconter des histoires au service de son activité, et pas juste raconter sa vie pour raconter sa vie, mais vraiment raconter une histoire, une anecdote sur laquelle vous allez pouvoir faire un pont avec votre activité. Donc une structure de storytelling qui fonctionne très bien doit répondre vraiment à 3 questions. D'une part, quelle était la situation initiale du héros de mon histoire? Donc le héros de votre histoire, ça peut être vous, ça peut être un client, ça peut être un partenaire. Quels ont ensuite été les problèmes que ce héros a rencontrés? Donc, quels ont été les problèmes qu'a rencontré le client, qu'a rencontré le partenaire? Et en quoi sa situation est bien meilleure qu'avant grâce potentiellement à votre intervention, grâce à votre service, grâce à vos produits, etc. Ça va permettre en fait de vous aider à structurer votre histoire. Maintenant, allons un petit peu plus loin. L'idée, ça va être de structurer ensuite cette histoire vraiment en 5 étapes. La première, c'est quand on crée un post, c'est de capter l'attention. Et comment on capte l'attention? C'est avec une accroche qui va être persuasive. Parce que vous allez défiler votre fil d'actualité, vous allez avoir un tas de publications. Et l'idée, c'est de se dire, OK, comment moi, je me démarque parmi cette masse d'informations? C'est de capter l'attention et pas de manière ultra exagérée avec des majuscules de partout, des emojis de partout, des points d'exclamation de partout. Ça, c'est plutôt crier. C'est pas capter l'attention de manière persuasive. Donc l'idée, ça va être finalement, par exemple, de créer une accroche en utilisant des bons mots. Parce qu'il faut savoir que les premiers mots vont être décisifs. Alors autant oublier par exemple aussi les bonjour à tous ou cher réseau, comme on le voit souvent aussi lors de partage de CV d'étudiants. L'idée, ça va être plutôt de profiter de cet espace-là et d'adapter la technique d'un certain copywriter qui s'appelle Joe Sugarman, et de commencer vos posts avec une phrase ou des mots très très courts du style « ça y est, c'est fait, j'avoue, j'ai eu peur ». Ce qui permet finalement de capter l'attention, parce que ça y est quoi, c'est fait, mais qu'est-ce qui est fait? J'avoue, mais j'avoue quoi? J'ai eu peur, mais j'ai eu peur de quoi? Et du coup, ça permet de créer une sorte de mystère et de capter l'attention et de vous différencier de tous les autres posts qui vont avoir des accroches à rallonge et qui finalement ne vont pas super bien capter l'attention. Donc, moi, mon accroche, c'était ici, j'ai enfin reçu mon colis. Donc, pareil, on a envie de se dire, mais colis, de quoi il s'agit, etc. L'attente était longue, mais ça en valait la peine. C'est pareil, je suis toujours dans mon accroche et je cultive le mystère. Ensuite, j'installe ce que j'appelle la situation initiale, donc la deuxième étape. Rien ne me prédestinait à écrire un livre, car fin 2019, j'étais occupé à créer des vidéos sur ma chaîne YouTube et créer un tas de contenu sur LinkedIn. Donc ça, c'est vraiment la situation initiale. Et ensuite vient un élément perturbateur, la troisième étape de l'histoire. C'est là où finalement, il y a un basculement qui se crée dans l'histoire et un basculement qui va venir perturber le héros. Donc en l'occurrence, le héros de l'histoire, c'était moi, ce que je parlais de ma propre histoire, mais ça pourrait très bien vous raconter l'histoire d'un client, raconter l'histoire de quelqu'un d'autre. Voilà, peu importe. Et du coup, l'élément perturbateur, c'est, et puis un jour, début janvier, je reçois un email qui vient bousculer ma vie, la proposition d'écrire un livre pour une grande maison d'édition. Donc là, c'est l'élément perturbateur. Et ensuite, il s'ensuit des péripéties. Donc là, finalement, le héros va entrer dans une suite d'obstacles, une suite d'aventures qui vont venir rythmer finalement sa vie. Donc depuis que j'ai écrit 55 000 mots, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Typiquement, j'explique que j'ai failli abandonner car j'ai vécu beaucoup de hauts et bas émotionnels, j'ai vécu le syndrome de la page blanche et de l'imposteur, j'ai dû refuser des nouveaux contrats, j'ai dû ralentir ma fréquence de publication, finalement j'ai trouvé un bon format avec les carousels, etc. C'est vraiment cette partie de péripéties, d'obstacles, c'est vraiment à cette étape-là que vous allez intégrer les informations capitales de votre poste. C'est vraiment votre cœur de contenu. C'est là où tout se joue et là où finalement les meilleures infos vont être distillées. Et enfin, la cinquième et dernière étape, c'est le héros a vécu des péripéties. L'idée, c'est de partager une leçon, de partager une question dans l'objectif de intéresser le lecteur à venir laisser un commentaire ou à agir
en cliquant sur un lien. Donc moi, je termine du coup la fin de ce post-là, de cette histoire, avec justement un appel à l'action pour indiquer que les personnes maintenant peuvent télécharger mon livre parce que voilà, j'ai réussi à finalement, après ces péripéties-là, à écrire mon livre et je suis heureux voilà, qu'il soit publié et vous pouvez aller le voir et le précommander, recevoir les bonus en cliquant sur ce lien-là. Donc voilà un petit peu comment fonctionne globalement la structure d'un contenu. Alors, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est moi, j'ai ma propre personnalité, mais finalement, est-ce que je dois rester moi-même sur LinkedIn ou est-ce que je ne dois pas plutôt rester ultra sérieux parce que sur LinkedIn, il faut avoir une certaine posture, sur LinkedIn, il faut être vraiment professionnel. Il y a des gens qui disent attention, LinkedIn est en train de se Facebookiser, etc., etc. Moi, ce que je recommande, c'est d'arrêter d'écouter tout le brouhaha ambiant et vraiment d'utiliser un exercice concret pour savoir quelle tonalité vous allez pouvoir adopter sur LinkedIn et sur les autres plateformes. En l'occurrence sur LinkedIn, parce qu'il y a quand même beaucoup de blocages et surtout, encore aujourd'hui, les gens ont la sensation que la plateforme est trop corporate, trop lisse et qu'il faut vraiment rester corporate et lisse, ce qui est totalement faux en fait. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est un exercice qui fonctionne comme un graphe radar, c'est-à-dire vous avez un axe horizontal et un axe vertical et un axe horizontal. Et du coup, sur chacun de cette branche, de cet axe-là, vous allez noter de 0 à 10, chaque axe. Donc, il y a un premier axe qui est un axe académique. C'est finalement, est-ce que mon écriture, aujourd'hui, j'entends bien aujourd'hui, est académique ou est-ce qu'elle est plutôt décontractée? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous écrivez du contenu, vous avez une tonalité qui est plutôt cher monsieur, merci de lire mon contenu, bonjour cher réseau, etc. Donc, ça, c'est académique. Ou est-ce que vous êtes plutôt décontracté en mode wesh mes soldats, aujourd'hui, on va aborder tel sujet, etc. Donc là, vous avez vraiment deux extrêmes. Où est-ce que vous vous placez de 0 à 10 sur cet extrême-là, sachant que 0, c'est académique et 10, c'est décontracté? Voilà, à vous de poser le bon curseur sur cet axe-là. Maintenant, sur le deuxième axe, qui est l'axe enjoué, est-ce que vous êtes plutôt naturellement enjoué ou plutôt très calme? Est-ce que vous êtes un Cyril Hanouna en mode ouais, hyper enthousiasme qui gigote de partout? Ou est-ce que vous êtes plutôt un doc gynéco ultra posé, ultra calme, ou encore un grand corps malade avec la voix ultra suave, ultra calme, ultra posée? Donc voilà, sur 0 à 10, où est-ce que vous vous posez sur cet axe-là? Ensuite, le troisième axe, c'est l'axe humoristique. Est-ce que vous êtes plutôt de nature humoristique ou plutôt de nature sérieuse? Pareil, où est-ce que vous vous positionnez entre ces deux extrêmes? Et enfin, le dernier axe, qui est l'axe narratif, est-ce que vous aimez raconter des histoires captivantes à votre interlocuteur ou vous préférez plutôt aller à l'essentiel de manière ultra factuelle? Donc, est-ce que vous êtes plus un Stephen King qui aime bien raconter des histoires et romancer les choses, ou est-ce que vous êtes plutôt un Sheldon Cooper du personnage de la série The Big Bang Theory, où finalement vous êtes ultra factuel avec une approche vraiment directe, mathématique, scientifique, et raconter des histoires, vous n'avez pas que ça à faire, les posts, il faut qu'ils soient courts, etc. Pareil, à quel niveau vous vous situez sur cet axe-là? Et une fois que vous avez mis le curseur sur chaque point de ces axes, typiquement, prenez quelques minutes pour le faire. Une fois que vous avez tracé finalement chaque point et réuni chaque point de ces axes-là, vous allez vous poser maintenant la deuxième question. Je sais quelle est finalement, on va dire, ma voix actuelle, les curseurs de ma voix actuellement, mais est-ce que j'aurais pas envie finalement d'axer maintenant le curseur un peu plus sur le côté humoristique ou placer le curseur sur raconter un peu plus d'histoire dans mes publications? Et finalement, vous allez ajuster ces points sur le graphe et là, vous allez et là, votre objectif, ce sera finalement dans vos prochaines publications de vous rapprocher plus de la tonalité que vous désirez obtenir.
voilà un petit peu comment moi je procède pour déterminer le ton dans ces contenus. Bien entendu, ça évolue, c'est pas figé. Moi, ma tonalité, elle a évolué. J'étais assez sérieux et de plus en plus, j'ai tendu vers le côté décontracté humoristique, mais parce que ça colle à ma personnalité. Encore une fois, voilà, la voix évolue et notre confiance sur la plateforme, notre aisance sur la plateforme lorsqu'on crée du contenu évolue également. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de schématiser les choses et d'y aller étape par étape. Est-ce que tu as un remède miracle, une potion magique pour lutter contre ce phénomène-là? Alors moi, je n'ai pas de remède ni d'astuce miracle, malheureusement, parce que ouais, je suis pas trop adepte de ces recettes-là, mais plutôt d'établir un bon système, un bon processus pour lutter contre la procrastination. Tout simplement, j'ai mis en place une routine. Donc après, il y a pas de routine miracle, comme on peut entendre partout, c'est simplement voilà, de poser les choses et d'y aller étape par étape, jour après jour et semaine après semaine, pour avoir des résultats escomptés et toujours réfléchir dans je dois être vraiment constant. Donc moi, ce que je fais, c'est que tous les matins, j'avale mon crapaud. Alors du coup, c'est vous dire, Christopher est complètement arraché. En fait, non, je balance pas de patate de choses comme ça, c'est que l'écrivain Brian Tracy disait avaler un crapaud vivant dès le matin et rien ne vous arrivera de pire le reste de la journée. Donc en gros, pour faire simple, c'est que euh, je dois réaliser ma tâche la plus urgente et importante dès le matin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus futile finalement que d'accomplir efficacement une tâche inutile. Donc en gros, euh, l'idée c'est que tous les matins, soit je vais vraiment produire mes contenus sur LinkedIn, ou finalement m'attarder à un projet créatif client ou à la préparation de mes coachings clients. L'objectif c'est que chaque matin, voilà, je me concentre sur cette tâche-là qui va vraiment avoir un impact sur mon business et pas de me dire, tiens, je vais faire cette tâche-là qui a l'air d'être la plus facile. Euh, et de la commencer dès le début de la journée parce que vous allez monopoliser votre énergie et votre concentration sur des micro-tâches. Et ces micro-tâches-là ne vont pas essentiellement avoir un impact business sur le long terme. Donc, ouais, c'est comme ça que je fonctionne de base. Et ensuite, bah, une fois que le matin, j'ai réalisé ces tâches les plus importantes et urgentes, généralement après déjeuner, donc vers 12h30, c'est là que mon rituel démarre avec une routine d'environ 1 heure. Donc, bien entendu, moi, ma routine est d'1 heure parce que j'ai déjà une certaine visibilité sur la plateforme, donc j'ai beaucoup plus de commentaires à gérer, de messages privés, etc. Vous, peut-être que 15 à 20 minutes, voire 30 minutes suffiront au démarrage. Et après, ça pourra éventuellement s'intensifier en fonction de la visibilité, la notoriété que vous allez acquérir sur le long terme. Donc, typiquement, voilà, après manger à 12h30, j'instaure cette routine-là parce que je viens l'ancrer avec une routine existante. C'est-à-dire, je mange et après manger, je mets en place ma routine LinkedIn avec un café, par exemple. Vous, ça pourrait être très bien après une séance de sport, ça pourrait être très bien après votre lecture d'actualité matinale. Bref, peu importe, l'idée, c'est d'être présent sur LinkedIn et de mettre en place cette routine quotidienne. Donc, qu'est-ce que je fais finalement pendant 1 heure? Pendant 1 heure, je relis et publie mon contenu du jour. Voilà, ou s'il est déjà programmé, bah, vous n'avez pas besoin de le faire. Et du coup, bah, il est publié. Donc ça, c'est si ce jour-là, je dois publier un contenu. Parce que comme je ne publie pas tous les jours, bah, les autres jours, je vais plus m'attarder à créer des commentaires, à publier des commentaires et interagir avec la communauté en message privé. Donc ça prend littéralement 1 minute pour lire le contenu. Ensuite, je vais gérer toutes mes demandes de contact en 30, accepter les invitations, envoyer un premier message pour connaître la raison de cette demande de connexion. Et globalement, ça me prend à peu près 9 minutes. Donc là, on est déjà à 10 minutes. Ensuite, je réponds à tous les messages privés. Donc là, ça dépend des conversations en cours et des conversations que je vais engendrer. Mais globalement, ça me prend à peu près 20 minutes. Donc on est à 30 minutes. Ensuite, je vais gérer tous les commentaires. Donc là, les commentaires sur la publication du jour si je publie ce jour. Euh, gérer les commentaires sur les anciennes publications et gérer les commentaires sur les
publications des autres. Parce que, étant donné que euh, euh, je publie des commentaires sous les publications d'autres personnes, et généralement, il y a des conversations qui se créent. Donc, je vais aussi venir continuer les conversations sur ces publications-là. Donc, ça me prend aussi 20 minutes. Donc là, on est à 50 minutes. Et enfin, je vais publier des commentaires constructifs sur les publications d'autres personnes, des personnes qui ont publié du contenu sur des sujets qui m'intéressent, généralement en lien avec LinkedIn et le marketing. Et là, ça va me prendre à peu près 10 minutes. Donc, globalement, ça me prend 1 heure. Donc, parfois, ça dépasse un peu. Bien entendu, ça dépend si la publication a cartonné ou non. Et, euh, et du coup, pour vous, voilà, ça pourrait être vraiment prendre littéralement 20 minutes. Tout dépend, encore une fois, de là où vous en êtes actuellement dans votre activité sur LinkedIn. L'objectif étant, en ayant cette routine-là et en ancrant cette routine avec une habitude déjà existante, de lutter efficacement contre cette résistance et cette procrastination. Alors, du coup, Fabio, ton approche est intéressante. Donc là, tu commences ton accroche en disant Interview Friendly Time, Los Angeles TV. Donc là, Friendly Time, j'imagine que c'est le nom de ta société, comme c'est indiqué ici. Le fait que tu es passé à la télé à Los Angeles. Donc là, c'est ton accroche. Ensuite, tu continues en disant retour sur la première interview de Friendly Time à la télé aux USA. C'était il y a un peu plus d'1 an. Quel souvenir? Donc là, ça permet de mettre en avant un effet de crédibilité pour dire OK, je suis passé à la télé aux US. Euh, D'un côté, voilà, je ne suis pas entre guillemets n'importe qui, j'ai une certaine autorité. Et ça, c'est un petit peu la perception que peuvent avoir les gens. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, je remercie du coup la personne pour l'interview et l'entretien qui a été intéressant, et un lien vers l'interview en entier. En soi, c'est pas mauvais. Par contre, je pense que tu pourrais encore plus optimiser tout ça et gagner encore plus en visibilité et surtout réussir à gagner encore plus en crédibilité. L'idée, notamment quand moi je partage ou en tout cas quand j'invite mes clients à partager une vidéo qui est présente sur une chaîne YouTube, ou quand on veut inciter les personnes à lire un carrousel, parce que moi je publie aussi des carousels, donc il faut aussi leur donner envie d'aller lire le carrousel, ou par exemple, si tu as envie d'inviter les gens à aller écouter un podcast en entier, par exemple. Étant donné que sur LinkedIn, on ne peut pas publier ça en entier et surtout, l'intention de départ, les gens ne vont pas sur LinkedIn pour aller consommer du contenu ou de la vidéo ou du podcast qui est excessivement long. Euh, L'idée ici, ça serait d'utiliser la méthode AIDA, donc qui est très, très bien connue, intention, intérêt, désir, action, pour donner envie à la personne d'aller lire le contenu ou d'aller écouter ou regarder finalement l'interview en entier, ou en tout cas l'extrait que tu souhaites partager. Donc, pour la partie attention, j'aurais retravaillé ton accroche. Au lieu de dire Interview Friendly Time Los Angeles TV, j'aurais par exemple commencé ton post en disant je l'ai fait. Et ensuite, aller à la ligne, je suis passé à la télé aux USA. Là, du coup, ça impacte beaucoup plus. C'est beaucoup plus percutant, c'est court et on a envie d'en savoir plus. Finalement, tu es passé à la télé aux US, qu'est-ce qui s'est passé? On veut le savoir. Euh, Autre exemple, tu aurais pu très bien tout simplement démarrer ton poste avec cette accroche qui serait je suis passé à la télé aux USA et je n'étais pas prêt à ce qui allait arriver, ou je n'étais pas prêt à ça. L'idée, c'est se dire en quoi tu n'étais pas prêt? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'interview? Peut-être qu'on t'a posé une question qui t'a dérouté, ou peut-être que tu as dévoilé, peut-être quelque chose d'inédit. Voilà, l'idée, c'est vraiment de capter l'attention et avec une accroche qui cultive le mystère, qui est persuasif. Ensuite, continuer sur la partie intérêt. C'est-à-dire, là, ça aurait été intéressant que tu m'expliques finalement comment toi, tu t'es retrouvé sur ce plateau de télé. Ça, on a envie de savoir les coulisses, de savoir un petit peu comment que ça s'est passé. Et ça, tu peux très bien le faire en 2-3 lignes, pas besoin d'en faire un parpaing, etc. Vraiment quelques lignes d'expliquer comment tu t'es retrouvé là. Ensuite, la troisième partie, c'est le désir. Là, ça aurait été intéressant que tu indiques finalement à ton audience sur LinkedIn ce qu'ils vont réellement retrouver dans la vidéo
pour que tu puisses toi faire du teasing et leur donner encore plus envie de regarder la vidéo, car après tout, c'est le but. Et enfin, le dernier point qui est action. Là, ça aurait été intéressant de faire un appel à l'action différent que juste mettre le lien vers la vidéo YouTube. Ça aurait été, par exemple, tu pourrais publier cette interview-là déjà sur ton profil LinkedIn et inviter les gens à aller sur ton profil pour aller voir l'interview en entier. D'une part, tu crées de la visite et de l'attraction sur ton profil, et en plus les gens pourront aller te découvrir un petit peu plus et savoir un peu plus ce que tu fais. Ils pourront ensuite du coup, aller voir cette fameuse interview, voire même être un peu dérouté par autre chose sur ton profil et par exemple, si tu as un autre lien qui renvoie vers je sais pas moi, une formation gratuite ou bref, ce qu'on appelle une ressource épique indispensable, il pourrait être intéressé aussi pour aller s'inscrire à ces événements-là. Donc, ça pourrait être intéressant de faire ça. Et au lieu, par exemple, de repartager le lien YouTube, ça aurait été intéressant que tu partages un extrait croustillant en moins d'une minute et que tu la publies de manière native sur LinkedIn, parce que LinkedIn n'aime pas quand on fasse ressortir les gens de sa plateforme. Donc, ça aurait été intéressant que tu gardes cet extrait-là de moins d'une minute, le plus croustillant, pour que les gens voient cet extrait-là et aient encore plus envie d'aller voir la vidéo en entier. Et du coup, et sachant que déjà sur ta vidéo YouTube, les sous-titres sont présents, le travail est déjà fait. Étant donné que la majorité des gens sur LinkedIn regardent les vidéos sans le son, le travail de sous-titres est déjà fait. Tu n'as plus qu'à reprendre le meilleur extrait et la republier de manière native sur LinkedIn. Et ensuite, voilà, tu auras un post qui potentiellement va beaucoup plus cartonner. Merci à toi, Ludovic, pour m'avoir invité à cette masterclass. Bien entendu, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter par message privé, à nous envoyer des invitations. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Et si je voulais juste terminer par un mot de la fin, c'est n'essayez pas juste de vous faire remarquer sur LinkedIn, essayez de devenir remarquable. Et du coup, en vous différenciant des autres et en créant vraiment du contenu avec votre personnalité et pour vraiment aider et inspirer votre audience. Parfait. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je vous souhaite un excellent week-end, une belle fin de journée. Je vous dis à la prochaine rencontre de croissance. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.